Aube du 27 décembre 1969. Ras Gharib, golfe de Suez, Égypte. Un convoi militaire égyptien s'approche de la station radar P12, une installation secrète et vitale pour la défense aérienne du pays. Ce radar est le joyau de la couronne de la technologie soviétique. Il est capable de détecter des avions volant à basse altitude, quelque chose que les radars anciens ne pouvaient pas faire. Grâce à cette machine, la force aérienne égyptienne a abattu des avions israéliens avec une précision létale pendant des semaines. Le sergent commandant la relève arrête la Jeep, se frotte les yeux, croit qu'il est encore endormi ou que le soleil du désert lui joue un mauvais tour. Là où devrait se trouver le radar, une structure massive de métal, des antennes rotatives, des camions de contrôle et des générateurs diesel de plusieurs tonnes, il n'y a rien. Il n'y a pas de décombres fumants, pas de cratères de bombes, pas de cadavre d'une attaque aérienne, simplement il n'est pas là. Le sol est balayé, il y a des traces de bottes dans le sable, il y a des câbles coupés proprement avec des chalumeaux, et il y a des marques profondes de pneus, comme si la station avait été traînée. Le sergent court vers le téléphone de campagne le plus proche, en tremblant. Il ne sait pas comment expliquer cela à ses supérieurs au Caire, et ses supérieurs ne savent pas comment l'expliquer aux conseillers soviétiques du KGB et du GRU qui ont installé l'équipement. Comment perd-on une base militaire de 7 tonnes en une nuit sans que personne n'entende une explosion ? La réponse volait à 100 km de là, suspendue précairement sous le ventre de 2 hélicoptères CH-53 6 stallions israéliens dont les pilotes luttaient contre la physique pour ne pas s'écraser dans la mer Rouge. Israël n'avait pas détruit le radar, il l'avait ramené chez lui pour voir comment il fonctionnait. Ce fut le vol le plus grand, le plus lourd et le plus effronté de l'histoire de l'espionnage militaire. Une opération qui a fait paraître le KGB comme un groupe d'amateurs et qui a changé l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient pour toujours. Bienvenue dans l'ombre de l'histoire. Aujourd'hui, nous mettons les lunettes de vision nocturne pour revivre l'opération Coq 53. Dans ce documentaire de longue durée, nous ne verrons pas une bataille, nous verrons un braquage, un Ocean's 11 avec des uniformes de parachutistes. Nous voyagerons en 1969, en pleine guerre d'usure. Israël et l'Égypte sont dans une impasse sanglante. L'Union soviétique a décidé d'intervenir directement, envoyant ses meilleurs missiles et ses radars les plus avancés. Le P-12 Spoon reste, pour aveugler la légendaire force aérienne israélienne. Aïe, les avions Phantom tombent comme des mouches. Israël est aveugle. Nous découvrirons comment un analyste du renseignement, regardant avec une loupe une photo aérienne floue, a remarqué une anomalie dans le désert, des traces de pneus qui ne menaient nulle part et une forme étrange cachée sous une bâche. Nous verrons la folie de la planification, comment transporter une machine de 7 tonnes quand vos hélicoptères ne peuvent y soulever que 4 tonnes. Nous rencontrerons les pilotes de l'escadron Noctambule qui ont volé avec les moteurs à 110% de puissance, avec les alarmes de surchauffe hurlant dans la cabine, sachant que s'ils lâchaient à la charge, la mission échouait et s'ils ne la lâchaient pas, ils mouraient. Nous entrerons dans l'esprit des Sayeret Tzanhanim, force spéciale de parachutistes, hommes qui ont dû démonter une machine soviétique complexe dans l'obscurité totale, utilisant des clés anglaises et des chalumeaux, tandis que des patrouilles égyptiennes passaient à quelques mètres. Et finalement, nous analyserons l'humiliation géopolitique, comment Israël a invité des experts américains à examiner le radar volé, partageant les secrets les plus profonds de la technologie soviétique avec la CIA et comment ce vol a obligé l'URSS à changer tous ses systèmes de défense aérienne au niveau mondial, leur coûtant des milliards de roubles. Ceci est l'histoire de comment l'audace a vaincu la technologie. Pour prendre notre envol avec cette charge, nous avons besoin de puissance maximale. Si vous aimez les histoires où la réalité dépasse le meilleur film d'action, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Aidez-nous à compléter la mission. Donnez un j'aime, like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quelle est selon vous l'opération spéciale la plus impressionnante de l'histoire. Ajustez les harnais. Nous décollons vers l'Égypte, décembre 1969. La guerre des 6 jours de 1967, avec sa victoire éclair et glorieuse pour Israël, semblait un souvenir lointain. Maintenant, la réalité était sale, statique et sanglante.
On l'appelait la guerre d'usure. Le long du canal de Suez, l'armée israélienne et l'armée égyptienne se bombardaient mutuellement jour et nuit, mais dans les airs, l'équation avait changé drastiquement. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser, humilié par la défaite de 67, s'était tourné vers Moscou avec une pétition simple « Fermez messieurs ». L'Union soviétique a répondu avec une générosité impériale. Elle a envoyé des milliers de conseillers militaires, des batteries de missiles antiaériens SA-2 et le plus important, sa technologie de détection la plus avancée. Jusqu'à ce moment, la force aérienne israélienne IAF dominait les cieux grâce à une tactique simple, voler bas, très bas. Les radars de l'époque avaient des difficultés à distinguer un avion volant au ras du sol du bruit de fond causé par le terrain. Les pilotes israéliens se glissaient sous l'horizon radar, bombardaient leurs objectifs et s'échappaient avant que les Égyptiens ne sachent ce qui les avait frappés. Mais soudain, en hiver 1969, cette tactique a cessé de fonctionner. Les pilotes des avions F-4 Phantom et A-4, Skyhawk israéliens, ont commencé à rapporter quelque chose de terrifiant. Ils volaient à 30 mètres au-dessus du désert, frôlant les dunes, sûrs d'être invisibles, quand soudain leur récepteur d'alerte radar RWR commençait à hurler. Bip, bip, bip. Ils étaient à peine détectés. Quelques secondes plus tard, l'artillerie anti-aérienne, guidée par radar ou les missiles SAM, se dirigeait vers eux avec une précision mathématique. Israël a commencé à perdre des avions et des pilotes à un rythme insoutenable. Le ciel du Sinaï s'était transformé en un piège mortel. La cause de ce désastre avait un nom technique, P-12 Yenisei. L'OTAN l'appelait par son nom de code, Spoon Rest, repose cuillère, en raison de la forme étrange de ses antennes. Le P-12 n'était pas un radar quelconque, c'était une bête mobile montée sur 2 camions lourds ZIL 157. Il opérait en fréquence VHF, très haute fréquence. Contrairement aux radars occidentaux à micro-ondes, les ondes longues du P-12 avaient une physique différente. Elles pouvaient détecter des objets à très basse altitude et à des distances allant jusqu'à 250 km. C'était l'œil de Moscou, un œil qui ne clignait jamais et qui pouvait voir à travers le camouflage tactique d'Israël. Pour le haut commandement à Tel Aviv, la situation était critique. Le renseignement militaire, Amman savait que les Égyptiens avaient déployé une nouvelle unité de P-12 quelque part dans le secteur du golfe de Suez, couvrant le point aveugle qu'Israël utilisait pour s'infiltrer. Mais il ne savait pas où. Le P-12 était mobile. Les Égyptiens, conseillés par des officiers soviétiques paranoïaques, déplaçaient l'unité constamment. Ils ne passaient jamais plus de 24 heures au même endroit. Ils se cachaient dans des grottes, des palmeraies ou sous des filets de camouflage mimétiques qui imitaient les dunes. Israël devait le trouver et devait le détruire. La tâche est revenue aux analystes d'images de l'unité de reconnaissance. Des hommes et des femmes jeunes qui passaient d'eau des heures dans des pièces sombres, avec les yeux rouges de fatigue, regardant des diapositives de prise par des avions espions volant à 30 000 pieds. Le 22 décembre, le sergent Rami Shalev. Certaines sources citent différents analystes, mais le profil est le même. Un œil entraîné cherchant des anomalies. Il était en train de réviser une série de photos prises au-dessus de la côte ouest du golfe de Suez, près de Ras Gharib. C'était une zone désolée, sans valeur stratégique apparente. Shalev a remarqué quelque chose d'étrange. Au milieu de nulle part, il y avait 2 tentes de campagne bédouines. À première vue, c'était normal. Les Bédouins se déplacent dans le désert, mais Shalev a approché la loupe. Il y avait quelque chose d'incorrect dans ces tentes. Premièrement, elles étaient trop géométriques. Deuxièmement, il y avait des traces, des marques de pneus profondes et larges qui arrivaient jusqu'aux tentes et se terminaient là. Elles ne sortaient pas. C'étaient des traces de camions lourds, pas de jeep légère. Troisièmement, et ce fut le détail crucial, il y avait une ligne dans le sable, une tranchée récemment creusée qui connectait les 2 tentes. Les Bédouins ne connectent pas leurs tentes avec des câbles enterrés. Shalev a appelé son officier supérieur. Ils ont comparé la photo avec une autre prise 2 jours avant. Sur la photo précédente, l'endroit était vide.
Ils ont fait des calculs d'ombre basés sur l'heure du jour. La hauteur des objets bombes sous les bâches coïncidait parfaitement avec la hauteur de l'antenne montée d'un radar P12 et son camion de contrôle et générateur. Ils l'avaient trouvé. Le radar était dans une position isolée à 10 km de la base égyptienne la plus proche, protégée seulement par une petite unité d'infanterie. Les Égyptiens se fiaient à l'isolement et au camouflage pour leur sécurité. Le rapport est à monter par la chaîne de commandement à la vitesse de la lumière. Il est arrivé au bureau du général Moti Hod, commandant de la force aérienne. La réaction initiale fut la standard. Préparez une attaque aérienne. Je veux 4 Phantom avec des bombes à fragmentation et du napalm. Effacez cette position de la carte demain à l'aube. Cela semblait la solution logique. Détruire le radar aveuglerait l'Égypte temporairement et sauverait des vies israéliennes. Mission accomplie. Mais alors, quelqu'un dans la salle de planification, l'histoire attribue l'idée au sergent qui a découvert les photos ou à un officier d'opération spéciale créatif a posé une question qui a changé l'histoire. Mon général, si nous le bombardons, nous saurons qu'il est détruit, mais nous continuerons sans savoir comment il fonctionne. Les soviétiques en enverront un autre la semaine prochaine, et si nous l'emportions? Un silence s'est fait dans la salle, l'idée était absurde. L'emporter, a demandé Hod. Cette chose pèse des tonnes, elle est en territoire ennemi. Comment prétends-tu la ramener? Dans un camion par la route de la côte, en saluant les Égyptiens? Non, monsieur, en hélicoptère. Israël venait d'acquérir les nouveaux hélicoptères lourds américains CH-53 Sea Stallion, appelés Yassur en hébreu. C'étaient des sauts des bêtes puissantes, mais leurs spécifications techniques disaient que leur charge maximale externe était d'environ 3 ou 4 tonnes. Le radar PA-12, divisé en ses 2 composants principaux, le camion d'antenne et le camion de contrôle, pesait environ 7 tonnes au total. Les ingénieurs ont sorti les calculatrices, c'était risqué. Ils étaient à la limite absolue de la puissance des moteurs. S'il faisait trop chaud, l'air chaud est moins dense et réduit la portance. Les hélicoptères ne pourraient pas décoller. Si les Égyptiens tiraient une seule balle au moteur, ils tomberaient comme des pierres, mais la récompense était incalculable. Avoir un P-12 intact signifiait pouvoir le disséquer. Cela signifiait que les ingénieurs électroniques israéliens et américains pourraient trouver sa fréquence exacte, ses points aveugles, et concevoir des contre-mesures électroniques et du brouillage parfait. Cela signifiait annuler non seulement ce radar, mais tous les radars soviétiques au Moyen-Orient et peut-être en Europe. Le général Hod a regardé la carte, a regardé les photos du radar solitaire sur la plage, a souri. Annuler le bombardement, appeler les parachutistes, appeler les pilotes des Yassur, nous allons le voler. L'opération Coq 53 était née. Ils avaient 48 heures pour planifier l'impossible. Ils devaient entraîner une équipe de soldats d'élite, non pas pour tuer, mais pour agir comme des mécaniciens de casse sous le feu. Ils devaient leur apprendre à utiliser des chalumeaux d'acétylène dans l'obscurité pour couper les boulons qui ancraient le radar au camion, parce que les camions entiers étaient trop lourds pour les hélicoptères. Ils devaient en voler seulement la chair et laisser l'os. À la base aérienne de Tel Nof, les pilotes des CH-53 ont reçu l'ordre le plus étrange de leur carrière. Volez bas, volez en silence, et préparez-vous à soulever quelque chose qui arrachera probablement la transmission de votre hélicoptère. De l'autre côté du golfe de Suez, le sergent égyptien, en charge du radar P-12, se préparait un thé en regardant les étoiles, confiant que son camouflage était parfait. Il n'avait aucune idée qu'à quelques kilomètres, l'audace israélienne s'aiguisait comme un couteau. La décision était prise. Ils n'allaient pas détruire l'œil de Moscou, ils allaient l'arracher de son orbite. Mais pour le faire, ils devraient démonter une base militaire ennemie, pièce par pièce, dans l'obscurité, et prier pour que les moteurs des hélicoptères supportent le poids du péché. Du côté israélien du golfe de Suez, le bruit est assourdissant, mais c'est un bruit calculé. Une escadrille d'avions d'attaque, A4. Skyhawk décolle avec les postes combustion allumés. Leur mission n'est pas de détruire le radar, mais de faire du bruit, beaucoup de bruit. Ils volent bas sur les positions égyptiennes proches de Ras Gharib, lançant des fusées éclairantes et bombardant des objectifs secondaires.
C'est la distraction parfaite. Le fracas des réacteurs et les explosions au loin masquent le son beaucoup plus grave et sinistre de 3 hélicoptères Super Frelons français qui traversent l'eau noire de la mer Rouge en volant au ras des vagues. À l'intérieur de ces hélicoptères ne voyagent pas des bombes, voyagent 66 hommes de la brigade d'élite de parachutistes, les Sayeretes Zanhanim, sous le commandement du lieutenant-colonel Haïm Nadel. Ils atterrissent en silence à 6 km de l'objectif. La nuit est froide et claire. Les soldats descendent des hélicoptères et commencent une marche forcée à travers les dunes. Ce n'est pas une marche normale. En plus de leurs fusils Uzi et FNF-AL, ils portent des équipements étranges, des cylindres d'oxygène et d'acétylène, des tuyaux, des clés anglaises géantes et des cisailles hydrauliques. À 0h30, ils arrivent au périmètre du radar P12. Le renseignement du sergent Chalev était parfait. Là sont les 2 tentes de campagne. Les gardes égyptiens sont détendus. Certains dorment dans des tranchées peu profondes, d'autres fument, regardant distraitement les feux d'artifice de l'attaque aérienne israélienne à l'horizon, reconnaissant que les bombes ne tombent pas sur eux. Ils n'ont aucune idée que le danger ne vient pas du ciel, mais de l'obscurité derrière eux. L'assaut est brutal et rapide. Les parachutistes israéliens surgissent de nulle part. Ils éliminent tête les sentinelles avec des armes, avec silencieux. Une brève fusillade éclate quand le reste de la garnison se réveille. Il y a des cris en arabe, des rafales courtes de mitrailleuses et le son sourd de grenades assourdissantes. En moins de 10 minutes, la position est sécurisée. 2 soldats égyptiens meurent et 4 sont capturés. Le reste fuit vers le désert, confus et terrifié, mais la mission n'a fait que commencer. Maintenant vient la partie difficile. Le lieutenant-colonel Nadel regarde sa montre. Ils ont un horaire strict. S'ils ne sortent pas de là avant l'aube, la force aérienne égyptienne les trouvera au milieu du désert et les massacrera. Mécanicien, en haut, coupez cette chose. Il ordonne. L'équipe de démantèlement entre en action. Le radar P12 se compose de 2 parties principales montées sur des camions SI LL-157 soviétiques. Le camion d'opération, une cabine blindée remplie d'oscilloscopes, d'écrans et d'ordinateurs à tubes à vide. C'est le cerveau. Il pèse 4 tonnes, le camion de l'antenne, la structure qui supporte le mât et l'antenne Yagi géante. Il pèse 3 tonnes. Les hélicoptères CH-53 qui arrivent ne peuvent pas soulever les camions entiers. Ils sont trop lourds. Le plan est de séparer les caisses, les conteneurs arrière du châssis des véhicules. C'est là que l'opération devient un cauchemar logistique. Les parachutistes allument les chalumeaux. FSSH. La flamme bleue de l'acétylène illumine le désert, comme s'ils étaient des soudeurs dans un chantier naval. Ils commencent à couper les boulons d'acier durcis qui unissent les conteneurs au châssis des camions soviétiques. Mais un problème surgit. Les boulons sont rouillés ou peints avec des couches de peinture militaire durcies. Ils ne tournent pas, les écrous sont coincés. Les soldats d'été transpirent, jurent et frappent la net de métal avec des masses. Ils doivent couper les lignes hydrauliques, les câbles d'alimentation et les arbres de transmission. C'est un travail sale, l'odeur de métal brûlé, de graisse et d'ozone remplit l'air. Pendant qu'un groupe travaille sur le camion d'opération, un autre groupe démonte l'antenne géante. Ils doivent la plier sans l'endommager. S'ils cassent l'antenne, le radar ne servira à rien en Israël. Ils la traitent comme si elle était en cristal, démontant les dipôles et les attachant avec des sangles de chargement. Les heures passent 0-100-200. Soudain, un cri de panique. Un des chalumeaux tombe en panne de gaz. Il reste encore des boulons à couper sur le camion principal. Les soldats improvisent. Ils utilisent des cisailles manuelles, des scies et la force brute. 4 parachutistes se suspendent à une clé anglaise géante pour faire levier jusqu'à ce que, clac, le dernier boulon se rompe. À 2h30, les 2 parties du radar sont séparées des camions, reposant sur le sable, attachés avec des filets de chargement et des câbles d'acier à haute résistance. Nadal prend la radio ici, poulet. Le nid est prêt. Envoyez les coques. À des kilomètres de distance, 2 hélicoptères CH-53 6 Stallion Yassour allument leurs moteurs.
Ce sont les machines les plus grandes qu'Israël possède, pilotées par le capitaine Nehemia Dagan et le capitaine Zeev Matas. Ils s'approchent de la zone d'atterrissage. Le bruit de leur rotor soulève une tempête de sable qui aveugle les parachutistes au sol. C'est un chaos contrôlé. Dagan, pilotant le premier hélicoptère, se positionne en vol stationnaire, juste au-dessus du camion d'opération, la partie la plus lourde, 4 tonnes. C'est une manœuvre de précision chirurgicale dans l'obscurité. En bas, les parachutistes luttent contre la bourrasque provoquée par les pales pour accrocher les câbles d'acier au crochet de chargement, sous le ventre de l'hélicoptère. L'électricité statique générée par le rotor frappe les soldats avec des étincelles douloureuses, mais ils ne lâchent d'autant pas le câble. Accroché. En haut, crie le chef de chargement par la radio. Dagan tire sur le collectif, le levier qui donne la puissance. Les moteurs gémissent, les turbines hurlent au maximum de révolution. Le câble se tend comme une corde de violon. Le conteneur de 4 tonnes se soulève du sable en se balançant dangereusement. Dans la cabine du CH-53, le tableau de bord s'illumine comme un arbre de Noël. Les voyants d'avertissement de surchauffe de transmission et d'excès de couple clignotent en rouge furieux. Le manuel du fabricant Sikorsky dit clairement de ne pas dépasser les 3 tonnes de charge externe dans ces conditions. Il transporte 4 tonnes plus le poids du carburant plus la résistance au vent d'un conteneur carré qui agit comme une voile géante. L'hélicoptère tremble violemment. Dagan sent que les commandes deviennent lentes, lourdes. L'appareil ne veut pas voler, il veut tomber. Capitaine, nous perdons la pression hydraulique dans le système primaire, avertit le copilote d'une voix tendue. Dagan a une décision à prendre en une fraction de seconde. Le prudent serait de larguer la charge, de laisser tomber le radar pour sauver l'aéronef et l'équipage. Mais il sait ce qu'il y a dans cette caisse. Il sait que c'est la clé pour gagner la guerre. Ignore le voyant, maintient la puissance, dit Dagan en serrant les dents. Nous n'allons pas le lâcher. L'hélicoptère, gémissant sous l'effort, commence à gagner de l'altitude et de la vitesse, très lentement. 10 nœuds, 20 nœuds. Derrière lui, le second CH-53, piloté par Matas, soulève la deuxième partie du radar, l'antenne et les générateurs. Elle pèse moins, mais elle est plus volumineuse et se balance davantage. La caravane la plus étrange de l'histoire décolle vers l'est. 2 hélicoptères géants traînant une base soviétique volée, volant à pas de tortue au-dessus de la mer Rouge. Mais le drame n'est pas terminé. À mi-chemin au-dessus de l'eau, l'hélicoptère de Dagan commence à perdre de l'altitude. Le système hydraulique est vraiment en train de tomber en panne. Un tuyau s'est rompu à cause de la vibration. Le fluide vital s'échappe. Sans hydraulique, les commandes se bloqueront et l'hélicoptère se retournera et tombera dans la mer. Dagan voit la côte d'Israël au loin, mais elle semble inatteignable. « Nous descendons, nous n'arriverons pas », dit le copilote. Dagan regarde l'altimètre. 300 pieds, 200 pieds. Il tombe vers l'eau noire. S'il largue le radar dans la mer, ce serait un échec, mais au moins il ne mourrait pas. Dagan prend une décision suicidaire. Au lieu de larguer la charge, il baisse le nez de l'hélicoptère pour gagner de la vitesse en échange de l'altitude. C'est une manœuvre qui les fait presque frôler les vagues avec les rouges du radar suspendus. Il manque 2 km pour la côte. 1 minute de vol. « Tiens bon, ma vieille, tiens bon !» murmure Dagan à sa machine. Il volait une brique de 4 tonnes avec une machine qui se vidait d'huile hydraulique au-dessus de la mer Rouge. S'ils atteignaient la rive, ce serait un miracle. S'ils tombaient, la technologie secrète de l'URSS reposerait au fond de la mer pour toujours. L'hélicoptère de Nehemia Dagan traversa la ligne de côte du Sinaï, alors occupée par Israël avec les vapeurs du réservoir et le système hydraulique aux dernières. Il ne put pas atteindre la base désignée. Il atterrit lourdement dans le sable à quelques mètres de la rive, lâchant le conteneur du radar P-12, comme quelqu'un qui lâche une braise ardente. Le second hélicoptère, piloté par Ziv Matas, atterrit peu après avec l'antenne. Quand les rotors s'arrêtèrent, le silence du désert revint. Les pilotes et l'équipage de chargement descendirent, tremblants d'adrénaline, et regardèrent ce qu'ils avaient apporté. Il était là, peint couleur sable avec des lettres cyrilliques sur les panneaux de contrôle, fabriqués en URSS. L'œil de Moscou était sur le sol israélien. Il était un peu cabossé, couvert de poussière et d'huile, mais il était vivant. Dagan tapota le côté métallique froid du radar. Il venait de voler le portefeuille à la superpuissance communiste.
Pendant ce temps, de l'autre côté du golfe de Suez, le 27 décembre se levait. La scène que nous avons décrite au début, le sergent égyptien regardant le vide, fut suivi par une chaîne de panique qui arriva jusqu'au palais présidentiel au Caire. Le président Gamal Abdel Nasser reçut la nouvelle pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Il ne pouvait pas le croire. « Détruit » demanda-t-il. « Non, monsieur le président. Disparu. Ils l'ont emporté. » L'humiliation fut si insupportable que Nasser subit une crise de rage. Il ne pouvait pas admettre publiquement que les Juifs étaient entrés chez lui et avaient emporté les meubles. Initialement, la presse égyptienne garda le silence, mais les rumeurs couraient. La réaction de Nasser fut brutale. Le commandant de la défense antiaérienne du secteur fut arrêté, jugé sommairement et fusillé. D'autres sources disent plutôt qu'il mourut d'une crise cardiaque soudaine sous interrogatoire. Des dizaines d'officiers furent d'appelés dégradés ou emprisonnés. Mais s'il y avait de la peur au Caire, à Moscou, il y avait une fureur glacée. L'ambassadeur soviétique au Caire envoya un câble urgent au Kremlin. Quand Léonid Breinev lut le rapport, il comprit l'ampleur du désastre. Ce n'était pas seulement un radar égyptien, c'était leur radar. Le P-12 était la colonne vertébrale de la défense aérienne de tout le pacte de Varsovie. Il était déployé au Vietnam du Nord, à Cuba, en Allemagne de l'Est et à la frontière avec la Chine. Si Israël en avait un, cela signifiait que les États-Unis l'auraient en quelques jours. Et si les États-Unis savaient comment il fonctionnait, tous les systèmes de défense aérienne soviétiques du monde venaient de devenir obsolètes. Ce fut une catastrophe de renseignement de milliards de roubles, et ils avaient raison. Le radar fut transféré immédiatement vers une base ultra-secrète au centre d'Israël. Les ingénieurs de la force aérienne et bientôt une équipe de la CIA et de la force aérienne des États-Unis, qui arriva dans un avion sans marque, se jetèrent dessus comme des piranhas. Ils l'allumèrent au début avec précaution, craignant qu'il ait un dispositif d'autodestruction ou un piège explosif. Mais les Soviétiques, dans leur arrogance, n'en avaient installé aucun. Ils ne concevaient pas que l'ennemi puisse capturer une unité intacte si loin du front. Les techniciens israéliens commencèrent à jouer au chat et à la souris. Ils envoyaient des avions Mirage et Phantom voler contre le radar capturé et observaient les écrans pour voir exactement quand et comment apparaissaient les cibles. Ils découvrirent ces secrets intimes, fréquences exactes. Il saurait dans quelle bande précise de VHF il opérait et comment il sautait entre les fréquences pour éviter les interférences. Pointes aveugles, ils découvrirent ce que le P-12 avait des difficultés à filtrer certains types de bruits de sol si l'avion volait à une vitesse et un angle spécifique. La faiblesse fatale. Le plus important, ils découvrirent comment le tromper. Ils conçurent un pod de contre-mesures électroniques, ECM, qui émettait un signal fantôme. Quand le radar recevait ce signal, l'écran de l'opérateur se remplissait de neige ou montrait des dizaines d'avions faux cachant l'avion réel. L'information fut partagée avec Washington. En échange, les États-Unis accélérèrent la livraison de nouveaux avions et d'armements avancés à Israël. Ce fut l'un des échanges de renseignements les plus rentables de la guerre froide. L'impact sur la guerre d'usure fut immédiat. Quelques semaines après le vol, la force aérienne israélienne lança une nouvelle série d'attaques sur l'Égypte. Cette fois, quand les fantômes israéliens traversèrent la Masladala Canal, les opérateurs de radar égyptiens, maintenant avec des unités de remplacement, virent leurs écrans devenir fous. Ils ne pouvaient pas fixer les cibles. Les missiles SA-2 se tiraient à l'aveugle et explosèrent dans l'air sans rien toucher. Israël avait récupéré la supériorité aérienne. Ils étaient à nouveau invisibles. L'opération Coq 53 eut aussi un effet psychologique dévastateur sur le moral égyptien. Les soldats au front du canal commencèrent à regarder l'obscurité avec peur. Si les Israéliens pouvaient faire atterrir des hélicoptères géants et emporter une base entière, qu'est-ce qui les empêchait d'entrer dans leur baraquement et de les emporter eux pendant qu'ils dormaient ? La paranoïa s'installa. Les Soviétiques, humiliés, commencèrent à se méfier de la capacité des Égyptiens à protéger leur équipement. Les relations entre Moscou et le Caire se tendirent, semant les graines de la future rupture qui mènerait l'Égypte à changer de camp et à s'allier avec les États-Unis des années plus tard.
Curieusement, le radar volé eut une seconde vie diplomatique. Israël ne le rendit pas, bien sûr, mais l'audace de l'opération fut telle que même ses ennemis durent d'y reconnaître en privé le génie tactique. Des années plus tard, le général Moti se souviendrait de l'opération avec un sourire. Ce fut l'achat le moins cher que nous ayons jamais fait, et nous a coûté un peu de carburant d'hélicoptère et quelques boulons cassés, mais nous avons acheté la sécurité de nos cieux. Le radar P-12 original volé à Ras Garib existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il repose au musée de la force aérienne d'Israël à Hatzerim. Il est à l'air libre, rouillant sous le soleil avec une plaque qui raconte l'histoire. Les touristes passent devant, regardent cette masse de vieux fer et d'antennes étranges et continuent à marcher vers les avions brillants. Peu se rendent compte qu'ils regardent le trophée de chasse le plus lourd et dangereux de l'histoire. Mais l'histoire ne se termina pas avec le vol. L'Union soviétique, blessée dans son orgueil, décida que c'était suffisant. Si les Égyptiens ne pouvaient pas se battre, eux le feraient. En 1970, des mois après le vol, l'URSS envoya des pilotes russes et des équipages de missiles propres en Égypte. La guerre d'usure escalada. Israël se retrouva à lutter directement contre la superpuissance. Mais c'est une autre histoire. Ce qui resta gravé dans les livres d'histoire militaire fut cette nuit de décembre, la nuit où David n'utilisa pas une fronde pour tuer Goliath. La nuit où David anesthésia Goliath, lui vola l'épée, le bouclier et l'armure et rentra tranquillement chez lui à pied. Ils avaient à voler les yeux de l'ennemi, mais en le faisant, ils réveillèrent une bête beaucoup plus grande. La guerre d'usure était sur le point de se terminer, mais la légende des voleurs de radar venait de naître. L'opération Coq 53 ne se termina pas quand les hélicoptères touchèrent terre. En fait, elle changea la doctrine militaire mondiale pour toujours. Jusqu'à cette nuit de 1969, la guerre se basait principalement sur la puissance de feu, qui avait le canon le plus grand ou l'avion le plus rapide. Mais le vol du P-12 enseigna au monde une leçon différente. La guerre moderne est électronique. En disséquant le radar soviétique, Israël et les États-Unis n'apprirent pas seulement à bloquer ce modèle spécifique, ils apprirent la philosophie de conception soviétique. Ils comprirent comment pensaient les ingénieurs de Moscou. Cela permit le développement d'une nouvelle génération d'armes intelligentes et de systèmes de guerre électroniques, EWE, qui seraient décisifs des décennies plus tard depuis l'opération Paix en Galilée en 1982 au Liban, jusqu'à la guerre du Golfe, 1991. Pour l'Union soviétique, le coût fut astronomique. Ils durent admettre que leur système de défense aérienne globale était compromis. Ils durent dépenser des milliards de roubles pour développer précipitamment le successeur du P-12, le radar P-18, et mettre à jour tous les systèmes d'identification amis-ennemis IFF dans tout le pacte de Varsovie. Un vol d'une nuit dans le désert égyptien obligea à changer l'électronique de la moitié de la planète, mais au-delà de la technologie reste l'histoire humaine. Le pilote Nehemia Dagan, qui fut sur le point de s'écraser dans la mer avec le radar suspendu, devint une légende de l'aviation et plus tard devint l'officier principal d'éducation des FDI. Sa décision de ne pas larguer la charge, violant tous les protocoles de sécurité, est étudiée aujourd'hui dans les académies militaires comme un exemple de risque calculé versus mission suicidaire. Pour les parachutistes qui coupèrent les boulons dans l'obscurité, l'opération fut la preuve définitive que les forces spéciales ne servent pas seulement à détruire des choses, parfois elles servent à les voler. Aujourd'hui, si vous voyagez dans le sud d'Israël, près de la ville de Beersheva, vous trouverez la base aérienne de Hatzorim. C'est là que se trouve le musée de la force aérienne. Entre les rangées d'avions F-15 et Kafir étincelants, il y a un coin qui ressemble à une casse. Là repose un camion rouillé avec une antenne étrange et grande. La peinture couleur sable s'écaille, révélant le métal gris soviétique en dessous. C'est le radar P-12 original de Ras Garib. Il n'a pas de garde, pas de verre blindé. Les enfants grimpent sur les roues pour se prendre en photo. Il ressemble à de la ferraille, mais c'est sans aucun doute l'objet le plus cher de l'histoire du musée si l'on calcule sa valeur en secret d'État et en fierté géopolitique. L'opération Coq 53 nous laisse une réflexion finale fascinante. À une époque dominée par la technologie, où nous faisons confiance aux satellites, aux drones et aux radars pour nous sentir en sécurité, nous oublions parfois le facteur humain. Les Égyptiens et les Soviétiques avaient la meilleure machine du monde, ils avaient offert la technologie supérieure.
mais ils ont perdu parce qu'ils ont sous-estimé l'imagination de leurs ennemis. Ils ne se sont jamais imaginé que quelqu'un serait assez fou pour emporter une base entière en volant. L'audace, la créativité et la volonté de briser les règles restent les armes les plus puissantes de tout arsenal. Israël n'a pas gagné cette nuit-là parce qu'il avait de meilleurs hélicoptères. En fait, ils ont failli ne pas y arriver. Il a gagné parce qu'il a osé faire l'impossible. Et tandis que le vent du désert continue de souffler sur les ruines vides de Ras Gharib, l'histoire nous murmure un avertissement. Si vous avez quelque chose de précieux, ne vous fiez pas seulement à la technologie pour le protéger, car il y aura toujours quelqu'un quelque part en train de planifier comment vous le prendre pendant que vous dormez. Parfois, la meilleure façon de gagner une partie d'échecs n'est pas de manger la reine de l'adversaire, c'est de lui voler l'échiquier entier. Merci de vous être joint à cette mission impossible. Si vous aimez les histoires où la réalité dépasse la fiction, abonnez-vous à l'ombre de l'histoire. Partagez cette vidéo si vous croyez que l'audace est la meilleure arme. Terminé, monsieur.